Donc, pour ce matin, nous finissons notre cycle, l'homme et l'animal, les 3000 ans de relations que j'ai appelées tumultueuses, par rapport à la vision de l'homme et de l'animal, et ce qu'on a vu déjà est un sujet intéressant pour se questionner sur qu'est-ce que l'homme, en fait. Qu'est-ce que l'animal aussi, mais c'est aussi une occasion de se demander où se situe l'homme, quelle spécificité par rapport aux autres règnes, y a-t-il un continuum, n'y a-t-il pas, y a-t-il intelligence, n'y a-t-il pas, bref. Et quelle éthique ça peut aussi fonder. Alors, il y avait un philosophe moderne que j'aurais dû traiter la semaine dernière, mais je n'ai pas eu le temps, donc je vais le faire ce matin. Pour commencer, c'est le fameux philosophe britannique Jeremy Bentham. Et je pense qu'il est important de le connaître un petit peu, parce qu'en fait, aujourd'hui, les grands défenseurs de la cause animale, pour certains, se réfèrent à lui et à sa philosophie qu'on appelle utilitariste. Alors, c'est peut-être pas un très joli nom, utilitariste, mais en tout cas, c'est le nom de ce courant qu'il a créé. Alors, Jeremy Bentham, donc, fait partie des modernes, philosophe moderne. Ses dates, c'est 1748, 1832. Donc, vous voyez, c'est déjà un certain temps. Et il est connu pour une fameuse question qu'il a écrite dans un de ses ouvrages par rapport aux animaux, en disant la question n'est pas peuvent-ils raisonner, peuvent-ils parler, ont-ils un langage, ont-ils une intelligence, mais peuvent-ils souffrir? Voilà, on y reviendra. Alors, ce Jeremy Bentham, c'est un philosophe, c'est un juriste d'abord, anglais, et donc c'est lui qui va fonder le courant utilitariste. Qu'est-ce que c'est que l'utilitarisme? C'est pas ce qu'on entend dans le langage courant, quand on dit que quelqu'un il est bassement utilitaire ou utilitariste. L'utilitarisme, en fait, conçoit la morale ou l'éthique comme une sorte d'arithmétique, de plaisir ou à contrario de souffrance ou de peine. Et il y a toujours dans cette vision utilitariste l'objectif d'une maximisation. Il faut maximiser le côté positif, donc les désirs ou les plaisirs, et minimiser, c'est pour ça que c'est mathématique, c'est arithmétique, minimiser les peines et les souffrances. L'objectif, c'est de voir comment on peut atteindre un maximum de bonheur pour l'humanité. Donc, dans cette arithmétique de maximisation, on emploie aussi ce terme, maximisation des profits pour les entreprises capitalistes, là c'est transposé en fait à l'éthique. On maximise les bienfaits, on minimise les méfaits. Donc c'est assez simple, dans le principe en tout cas. Et donc il va s'inspirer aussi de la conception française et universaliste des droits humains pour affirmer que tous les animaux, y compris les humains, poursuivent les mêmes buts, à savoir la maximisation des plaisirs et la diminution de la souffrance. C'est pour lui ce qui fonde l'unité entre le règne animal et le règne humain, c'est que nous fonctionnons tous de la même manière pour être le plus heureux possible et souffrir le moins possible. Vous voyez, c'est le postulat de base, sur lequel, pourquoi pas, ça peut se discuter, mais c'est assez, disons, assez logique. Donc, ce qu'il refuse, Bentham, c'est de tracer une ligne de démarcation entre l'homme et l'animal, puisque nous sommes mus par les mêmes finalités. Et il refuse donc de créer une ligne de démarcation qui serait fondée sur la raison, sur l'intelligence ou sur la parole.
Au contraire, il insiste sur la continuité entre les différents degrés de la vie animale. Vous voyez comment il exprime donc continuité entre les différents degrés de la vie animale. Donc la vie humaine est intégrée en fait dans la vie animale. Et il développe même une analogie qui est assez audacieuse entre exploitation animale et esclavage. Pour dire que les comportements sont les mêmes en fait vis-à-vis des animaux et vis-à-vis des hommes de la part de certains. Il dit le racisme, par exemple, s'explique par la conviction que seuls les hommes qui nous ressemblent, soit essentiellement par l'intelligence ou la raison, mais aussi par l'apparence, la couleur de la peau ou tout autre attribut, méritent notre respect. Et donc, ce Bentham, il va être assez pionnier dans le fait où il va être un des premiers à parler des droits des animaux. Il faudra attendre en fait plusieurs décades, plusieurs siècles même pour que ce soit légiféré. Il parle des droits des animaux et il les présente comme une extension naturelle et désirable des droits octroyés à des êtres qui aussi jusqu'alors, comme les femmes, comme les Noirs, en étaient privés. Donc il va être un militant anti-colonialisme, anti-esclavage, et dit de la même manière qu'il faut donner des droits égaux à ces minorités qui parfois sont des majorités, mais ces êtres qu'on ne considère pas totalement humains, les femmes, les Noirs, enfin tous ceux qui sont exploités, de la même manière, il faut donner des droits aux animaux. Attention, c'est pas pour... parce que lui, il ne fait pas d'opposition, pas de ligne de démarcation entre les deux. Donc, ça donne une éthique faite de bienveillance et aussi de pragmatisme. Ça, c'est le grand caractère de la philosophie anglo-saxonne, que d'être moins idéologique, campé sur des positions idéologiques, mais beaucoup plus pragmatique. Donc des choses concrètes. Et donc, il y a un texte qui fait aujourd'hui référence et qui est souvent maintenant utilisé, notamment chez les anglo-saxons. Bentham, je pense, est moins connu en Europe continentale, on va dire. Et donc, il a écrit plusieurs choses, des traités juridiques, mais aussi philosophiques. Alors, un petit extrait, comme toujours, de chaque philosophe. Il a écrit, ça c'est dans Déontologie ou Sciences de la morale. Bon, peu importe, il y en a un autre, c'est Traité de législation civile et pénale. Il est juriste avant d'être philosophe, ce qui va donner une coloration très, très particulière, très juridique, donc assez technique à ces textes. Il dit, il écrit, en écrivant cet ouvrage, nous avons pour objet le bonheur de l'humanité. Le bonheur de chaque homme en particulier, ton bonheur, lecteur, et celui de tous les hommes. Ce que nous proposons, c'est d'étendre le domaine du bonheur partout où respire un être capable de le goûter. Et l'action d'une âme bienveillante n'est pas limitée à la race humaine, car si les animaux que nous appelons inférieurs n'ont aucun titre à notre sympathie, sur quoi s'appuieraient donc les titres de notre propre espèce ? La chaîne de la vertu enserre la création sensible tout entière. Le bien-être que nous pouvons départir aux animaux est intimement lié à celui de la race humaine, et celui de la race humaine est inséparable du nôtre. Donc, je ne sais pas s'il n'y a pas une erreur, c'est la race animale, mais bon, disons, race animale, race humaine, même combat, et les animaux ont aussi cette recherche donc du bonheur. Et ça les met vraiment sur un pied d'égalité avec les hommes. Qui se chargera de tirer la ligne de démarcation qui sépare les degrés divers de la vie animale, en commençant par l'homme ?
et descendant de proche en proche jusqu'à la plus humble créature capable de distinguer la souffrance de la jouissance. La distinction sera-t-elle établie par la faculté de la raison ou celle de la parole? Mais un cheval ou un chien sont sans comparaison des êtres plus rationnels et des compagnons plus sociables qu'un enfant d'un jour, d'une semaine ou même d'un mois. Et en supposant même qu'il en fût autrement, quelles conséquences en tirer? La question n'est pas peuvent-ils raisonner, peuvent-ils parler, mais peuvent-ils souffrir? La fameuse question qui a été mise en évidence. Il doit être permis de tuer des animaux et défendu de les tourmenter. La mort artificielle peut être moins douloureuse que la mort naturelle par des procédés simples qui valent bien la peine d'être étudiés et de devenir un objet de police. Pourquoi la loi refuserait-elle sa protection à certains êtres sensibles? Il viendra un temps où l'humanité étendra son manteau sur tout ce qui respire. On a commencé à s'attendrir sur le sort des esclaves. On finira par adoucir celui des animaux qui servent à nos travaux et à nos besoins. Et donc de faire une analogie entre le combat contre l'esclavage et le combat pour les animaux. Et il faut retenir ce côté pragmatique quand il dit « il doit être permis de tuer des animaux et défendu de les tourmenter ». Parce que on verra qu'aujourd'hui, un des grands noms de la cause animale, qui est Peter Singer, je ne sais pas comment on dit, Singer, puisqu'il est australien, Peter Singer, qui se situe dans cette lignée utilitariste, va avoir aussi des prises de position assez mesurées, pragmatiques. On verra un exemple tout à l'heure, ce que le reproche d'autres défenseurs plus radicaux, dont Tom Regan est un exemple, pour parler d'aujourd'hui. Donc, voilà, ce Bentham, c'est un nom à retenir dans ce cadre de ce sujet, mais aussi de manière générale en philosophie, puisque le courant utilitariste va être très important dans le monde anglo-saxon. Et une partie de l'éthique américaine, encore aujourd'hui, qu'on ne comprend pas toujours, est très influencée par cette vision utilitariste. Aujourd'hui, c'est vrai que le mot, en tout cas en France, a une connotation négative, péjorative. Bon, aux États-Unis, non. Ça fait partie des... Bon, Bentham, Jérémie Bentham. Il n'est pas très connu ici, fait partie des... Bon, voilà, donc ça, c'était pour finir l'époque moderne, si je puis dire. Bon, il n'y a pas de séparation vraiment radicale, là non plus, mais... et donc, ce qu'on a vu chez les modernes, qui on a vu? Bon, on a vu Montaigne, on a vu Descartes, on a vu Montaigne de la Boétie, Descartes, Rousseau... par rapport à la sensibilité, et Kant, qui avait une position vraiment intéressante sur les devoirs indirects vis-à-vis de l'humanité. Et on n'a pas parlé de Voltaire. Oui, parce que je ne peux pas parler de tout le monde, mais oui, il faudrait aussi en parler. Il avait écrit un texte sur l'éthique végétarienne, oui. Donc, bon, il faudrait aussi citer en même temps que Rousseau, Voltaire, son grand ami, Voltaire. Bon, oui, je peux pas parler, on ne peut pas parler de tout le monde, mais il aurait tout à fait sa place. Donc, aujourd'hui, on continue parce qu'en fait, la ligne de démarcation moderne, contemporain, c'est pas toujours évident. Et il y a un certain nombre de noms, là aussi, c'est pas exhaustif, qui sortent de cette préoccupation sur les animaux. Et Arthur Schopenhauer, bon, on l'attend pas forcément là, mais Arthur Schopenhauer, il est connu, il y a même une caricature qui le représente avec son chien. Il a eu un amour vraiment important pour ses chiens,
et il a même, dit-on, légué une partie de son héritage au dernier chien qu'il a eu, avec lequel il se promenait. Donc, un dialogue vraiment intéressant. Et bon, vous connaissez un peu Schopenhauer. On dit que parfois il a davantage aimé ses chiens que ses contemporains. Ce côté un peu misanthrope du personnage. Donc, lui aussi, il va insister sur la souffrance, en disant que la souffrance est un fardeau que l'homme de bien s'ingénie à diminuer pour lui-même, mais aussi pour les autres, qu'ils soient humains ou pas. Alors lui, il va porter des accusations très virulentes contre la vision dite judéo-chrétienne, et il accuse les religions monothéistes d'avoir promu la vision d'un homme supérieur aux animaux et en droit donc de les exploiter, et que ces religions monothéistes auraient profondément dénaturé la nature humaine et l'auraient rendue incapable de bonté. C'est pour ça que Schopenhauer, c'est ce qu'on avait vu l'année dernière dans un de ses textes, s'est beaucoup tourné vers l'Orient, et notamment la philosophie de l'Inde. C'est un grand connaisseur des Védas, des Upanishads, enfin de tous les grands textes sacrés de l'Inde, et il oppose vraiment la vision judéo-chrétienne occidentale à la vision indienne, en disant qu'elle, au moins, a toujours su combattre et entretenir la notion d'identité, d'identité profonde de tous les vivants. Donc, pour Schopenhauer, l'animal n'est pas un simple objet abandonné aux caprices de l'homme, il vit, il sent et il souffre. Et il dit même, tous les animaux, même les plus imparfaits, possèdent l'entendement, car ils sont capables de connaître les objets. Donc, il ne leur manquerait, pour Schopenhauer, à la limite, que la raison ou la pensée abstraite, c'est-à-dire vraiment la pensée pure, la pensée conceptuelle, la pensée dont est capable l'homme, mais ceci, pour Schopenhauer, n'est pas du tout une tare, ce n'est pas du tout une raison pour laquelle il faudrait inférioriser les animaux. Et il a une profonde affection, en fait, pour les animaux, puisqu'il dit qu'ils sont incapables de dissimulation. Ils sont authentiques, ils sont véridiques, ils se mettent à nu. Chez l'animal, nous voyons la volonté de vivre, en quelque sorte, plus à découvert que chez l'homme. Donc moins de dissimulation, moins de mauvaise foi, moins de tare qu'il va vraiment critiquer chez les hommes. Lui-même sera l'objet de beaucoup de critiques, donc il les rend. Et par contre, il y a une sorte de transfert d'affection sur les animaux. Ça doit nous faire réfléchir aussi, parce que moi, j'ai souvent côtoyé des personnes qui disent, surtout un peu en vieillissant, dire, bon, finalement, j'éprouve plus de sentiments pour mes animaux que pour mes contemporains, que pour mes voisins. Faire attention. Par contre, si on considère tout le monde animal, tout va bien. Donc, c'est la franchise des animaux, cette incapacité d'être double. Bon, après ça se discute aussi, cette simplicité, cette authenticité animale, et qui nous rappelle ce que nous sommes, malgré nos illusions, des animaux souffrants. Voilà. Nous sommes tous des animaux souffrants. Et à ce titre, nous devons faire preuve de bienveillance vis-à-vis de nos contemporains qui souffrent aussi, mais de tous les animaux aussi. Alors, qu'est-ce qu'il dit Schopenhauer ? Oui, Schopenhauer il a des paroles assez dures. Une autre faute fondamentale du christianisme, que je signalerai à cette occasion sans l'éluder, et dont les conséquences déplorables se manifestent chaque jour, c'est qu'il a violemment séparé l'homme du monde animal, auquel il appartient pourtant essentiellement.
Contrairement à la nature, il valorise seulement l'homme et voit les animaux simplement comme des choses. Alors que le brahmanisme et le bouddhisme, en accord avec la vérité, reconnaissent de manière déterminée l'évidente parenté de l'homme avec la nature tout entière, particulièrement et fréquemment avec la nature animale, et le représentent toujours par la métempsychose et par d'autres aspects en relation étroite avec cette nature animale. Bon, vous voyez, donc là, c'est un parti pris vraiment très précis. Hein. Chez les hindous et les bouddhistes, prévaut en revanche la grande parole « tu es cela ». Il cite souvent cette phrase qu'on trouve dans les Védas, « tu es cela ». Cela avec un C majuscule. C'est vraiment l'origine mystérieuse du monde et de l'univers. Hein, la divinité, mais impersonnelle, hein, innommable, indicible. Tu es cela. Et ça s'applique à tous. Aux dieux, aux dévas, aux humains, aux animaux. Tu es cela, qui doit toujours être prononcé pour chaque animal afin de conserver à tout moment dans notre esprit l'identité de son essence intime et de la nôtre et régler ainsi notre conduite. Hein, c'est une sorte de rappel. Tu es cela, c'est-à-dire de voir aussi chez l'animal le divin. De la même manière, donc là, vous avez un autre exemple. C'est vrai, hein, dans l'hindouisme ou dans le bouddhisme, un autre exemple de continuum. Donc, on a vu des exemples chez les philosophes grecs, hein, ou même modernes. Bon, c'est vrai que là, Schopenhauer se tourne vers l'Inde pour mettre en évidence cela. Déguerpissez avec votre morale souverainement parfaite. Là, c'est presque des accents nietzschéens. Hein, ça y va fort. Déguerpissez avec votre morale souverainement parfaite. Il faut être aveugle pour ne pas s'apercevoir que l'animal est par essence absolument ce que nous sommes. Et que la différence réside seulement dans l'intellect, non dans la substance, c'est-à-dire la volonté. Là, il fait référence à son œuvre majeure sur la volonté, hein, et les modes de représentation. Le monde n'est pas un bricolage, ni les bêtes un produit à notre usage. Cette façon de voir ne devrait pas sortir des synagogues et des auditoires philosophiques, là tout le monde en prend pour son grade, ne devrait pas sortir des synagogues et des auditoires philosophiques, c'est-à-dire pour lui, bon, c'est là où il attaque les religions monothéistes, hein. Les auditoires philosophiques, pour lui, c'est aussi tous ces philosophes empreints, hein, de judéo-christianisme, qui ne sont au fond pas si différents l'un de l'autre. Bon, on met tout le monde dans le même sac. La constatation que nous venons de faire, par contre, nous donne la règle à suivre dans le juste traitement des animaux. Je conseille aux zélotes et aux curaillons de ne pas trop contredire à ce sujet, car non seulement la vérité, mais aussi la morale sont cette fois de notre côté. Voilà, ça c'est Arthur Schopenhauer, il n'y va pas de main morte, et il explique aussi pourquoi il s'est fait quelques amis qui lui ont bien rendu, hein, ces jolis colibets, c'est joli. Bon. En tout cas, il peut être aussi considéré comme un militant. Évidemment, de la cause animale. Alors, je citerai aussi rapidement, pour une autre raison, un philosophe bien connu, enfin, à qui certains dénient le nom de philosophe, on va dire, biologiste hyper connu, Darwin. Puisque Darwin va quand même apporter aussi de l'eau au moulin, hein, de la cause animale. Alors on connaît évidemment sa fameuse œuvre, L'origine des espèces, mais en fait c'est dans son autobiographie, l'autobiographie de Darwin qui est parue
en 1887, à titre posthume, puisqu'il était mort 5 ans avant. C'est cette autobiographie qui va nous livrer des renseignements précieux sur son itinéraire et sur le sujet qui nous intéresse. Ce que va faire Darwin, c'est que, un peu à la manière aristotélicienne, parce qu'il y a quelques ressemblances de vie et de représentation du monde, il va décrire beaucoup d'éléments liés à des comportements animaux, et donc il va beaucoup s'intéresser à la psychologie animale. Il va décrire des comportements sociaux chez les animaux, et c'est lui qui va en fait ouvrir la voie à l'éthologie. On peut dire que Aristote déjà est un des pionniers grecs de l'éthologie, et il va avoir un peu une sorte d'alter ego moderne avec Darwin, qui va dessiner, qui va décrire de manière très précise des comportements animaux, donc avec une grande faculté d'observation, de classement en répertorie, oui, scientifique. Et vous connaissez l'histoire des becs, les becs d'oiseaux, des fameux canaris, sur lesquels il a fondé pas mal d'observations. Bon, c'est un point de vue assez particulier, de s'intéresser aux becs des oiseaux, de les dessiner, de voir les transformations, et d'en tirer à partir de là un certain nombre de lois générales. C'est une méthode empirique. On part de l'observation, on dit tiens, pourquoi les becs changent de forme, bon. Et il va procéder vraiment comme ça, Darwin. Toujours est-il que, et ça c'est assez clair dans son autobiographie, il explique que l'homme et les animaux sont dorénavant unis dans une communauté de destin. Il emploie cette expression, une communauté de destin. Ce qui va lui valoir évidemment le tollé avec l'Église anglicane et autres, parce que l'homme n'est plus la créature divine, en fait à l'image des dieux, et il va mettre en évidence, en tout cas il va refaire surgir cette notion de continuité entre l'animal et l'homme. Donc c'est pas la notion d'évolution, des sélections des espèces qui va développer dans l'origine des espèces, mais sur les animaux, c'est vraiment son autobiographie qu'il faut étudier. Alors, il y a un autre élément intéressant chez Darwin, on va le voir dans le texte. Qu'il y ait beaucoup de souffrance, donc ça c'est extrait de son autobiographie. Qu'il y ait beaucoup de souffrance dans le monde, personne n'en disconvient. Vous voyez cette notion depuis Bentham sur vraiment la sensibilité, la souffrance animale. Qu'il y ait beaucoup de souffrance dans le monde, personne n'en disconvient. Certains ont tenté d'expliquer ce fait dans le cas de l'homme en imaginant que cela sert à son perfectionnement moral. C'est-à-dire que de souffrir est utile pour le perfectionnement moral. Mais le nombre des hommes dans le monde est presque insignifiant comparé à celui de l'ensemble des autres êtres sensibles, et ceux-ci souffrent souvent beaucoup sans le moindre perfectionnement moral. C'est-à-dire qu'on ne peut pas justifier la souffrance animale par le fait que ça aide à évoluer, à se perfectionner. Un être aussi puissant et aussi riche de connaissances qu'un Dieu capable de créer l'univers, étant pour nos esprits finis omnipotent et omniscient, nous ne pouvons admettre que sa bienveillance ne soit pas sans limite. Car à quoi sert la souffrance de millions d'animaux inférieurs pendant un temps infini ? Cet argument très ancien, opposant l'existence de la souffrance à celle d'une cause première intelligente, me semble fort, alors que, comme je viens de le montrer,
l'existence de la souffrance s'accorde bien avec l'idée que tous les êtres organiques se sont développés par variation et sélection naturelle. Donc là, il remet en cause la vision dominante chrétienne, hein, quoi, quelque part, il y a quand même une justification à la souffrance humaine, mais aussi à cette immense souffrance animale, puisque, bon, étant créé par un Dieu, voilà, omnipuissant, omniscient, bon, si le monde a été créé comme ça, c'est que Dieu avait ses raisons, et il dit non. Là, je m'inscris en faux hein, par rapport à cet argument. Il n'y a aucune raison que tous ces animaux souffrent sans perfectionnement moral. Il y a une sorte d'absurde, hein, dans cette souffrance animale. Donc, d'une part, il va remettre au goût du jour cette notion d'évolution, hein, lui par la sélection naturelle, mais d'évolution de tout ce continuum animal et homme. Vous voyez, donc chacun va apporter, vous voyez, des arguments un peu différents, hein, mais qui vont quand même un petit peu tous dans le même sens, hein, depuis le 18e, on va dire. Ça va hein, donc voilà, Bentham, Schopenhauer, Darwin, ils sont un peu dans la même filiation. Alors, il y a une rupture. Voilà, là maintenant, on va voir un peu la rupture qui s'opère. Là, on passe vraiment à la période contemporaine, hein, puisque Schopenhauer, bon, Bentham évidemment, mais même Darwin maintenant bascule dans la période moderne. Hein. Vous connaissez les catégories, philosophie antique, médiévale, moderne et contemporaine. Et maintenant, chez les contemporains, on garde le 20e. Hein, et tous les autres basculent. Donc il faut changer dans les bibliothèques. Il faut les changer de rayon. Ils sont mis maintenant chez les modernes. Ça ne doit pas plaire à tout le monde, ni à Schopenhauer, ni à Nietzsche, mais bon, voilà, ils vieillissent aussi. Hein. Donc là maintenant, on passe au contemporain proprement dit, avec quelqu'un dont je vous avais parlé, je crois, j'avais évoqué rapidement, qui est Jacob von Uexküll. Voilà, Jacob von Uexküll. Alors lui non plus, il n'est pas très connu, mais ces dates, c'est 1864, 1944. Vous voyez, là, mort à la fin de la guerre. 1864, 1944. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler quand même un contemporain. Alors, lui, c'est un philosophe, mais c'est davantage un biologiste. Et qui va révolutionner, d'une certaine manière, la représentation qu'on a des animaux. Et ces travaux ont eu, par contre, une influence vraiment importante sur plusieurs grands philosophes. Donc on va citer Heidegger, qui va être impacté par ces travaux, mais aussi Lacan, philosophe, psychanalyste, Jacques Lacan, Canguilhem, Georges Canguilhem, qui est un philosophe français aussi contemporain, et des philosophes qui sont encore vivants de nos jours, un certain Sloterdijk, si vous lisez par exemple Philosophie Magazine, la revue Philosophie Magazine, il y a souvent des articles sur lui et il a écrit beaucoup d'ouvrages. Ou Agamben, bon, c'est des étrangers, ils ont des noms pas très faciles à prononcer, mais pour dire que les travaux de von Uexküll ont eu quand même un grand retentissement. Alors, son œuvre majeure s'intitule Milieu animal, milieu humain, ou
monde animal, monde humain. Ça dépend des traductions. Alors, lui, il va apporter vraiment une façon nouvelle de penser le comportement, y compris le comportement humain, et il va s'intéresser tout particulièrement au rapport de détermination entre les sujets et leur milieu, que ce soit les hommes, entre les hommes et leur milieu, entre les animaux et leur milieu. Et donc, il va expliquer qu'on se fourvoie, qu'on est vraiment dans l'erreur quand on pense que, voilà, il y a un univers qui est habité par l'homme et que l'animal, il viendrait prendre sagement place à ses côtés. C'est-à-dire partager le même univers et partager la même vision de l'univers. Il dit non, les hommes, mais aussi les animaux, sont autant de centres de perspective. Ça, c'est une expression importante. Centres de perspective, depuis lesquels ils développent des environnements qui sont différents les uns des autres. Donc, à la limite, chaque homme est un centre de perspective, donc il a sa vision de l'univers qui est différente du voisin. Et pour les animaux, c'est pareil, au moins au niveau des espèces. Chaque espèce, chaque être vivant porte ainsi son monde avec lui. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment une rupture par rapport à cette continuité qu'on a vue jusqu'à maintenant, animal, homme, où on ne se posait pas trop la question de la représentation qu'avait l'homme de son univers ou de la représentation qu'avait l'animal de son univers. Vous voyez, c'est un très beau concept, hein, le concept de continuum ou de communauté de destin. Mais c'est un concept relativement abstrait qui peut fonder une éthique, qui peut fonder... mais on ne va pas dans le détail de la subjectivité de la représentation de chaque sujet, qu'il soit homme ou animal. Donc, le mérite de son œuvre, c'est qu'il va lui aussi décrire les milieux animaux, mais en se mettant, en tout cas en essayant de se mettre à la place des animaux eux-mêmes, y compris des animaux les plus insignifiants ou les plus répugnants. On avait parlé des moustiques, il y a 15 jours. Lui, il va s'attaquer, j'ai choisi un texte sur un animal aujourd'hui qui a très très mauvaise presse, qui est la tique. Non, pas l'homme. L'homme a aussi mauvaise presse, mais la tique. Hein, aujourd'hui, on nous parle, après avoir ignoré la maladie de Lyme, il y a une sorte maintenant de psychose autour de cette maladie, qui certes est grave, mais autour de la tique, à tel point que maintenant certains ne vont plus se balader en forêt par peur des tiques. Voilà, donc là c'est un exemple typique, mais aussi la taupe, l'araignée, le rat, enfin bon. Et donc il va quelque part redonner ses lettres de noblesse à tous ces animaux, y compris les moins aimés. Hein. Et il va aussi les insérer dans son ouvrage des planches colorées pour montrer par exemple une même rue dans une ville perçue par l'homme. Donc on a un dessin d'une rue voilà, qu'on perçoit, mais aussi comment cette même rue est perçue par l'œil d'une mouche. C'est différent, c'est très différent, ou par l'œil d'un mollusque. Un escargot qui se trouverait, boulevard Salvatore, comment voit-il le boulevard? Donc, vous voyez, c'est une opération vraiment de décentrage.
Voilà, il y en a assez d'être anthropocentré, de tout voir à partir de l'homme. Il faut voir les choses à partir de l'animal, de la vision animale. Et il va donc questionner les expériences de la taupe, du chouca, de l'oursin, de l'abeille, bon ça c'est plus, parce qu'on est plus sympathique l'abeille, ou de la tique. Alors, c'est pas simplement une observation du comportement, vous voyez, ça va vraiment plus loin, ce que beaucoup d'éthologues n'ont pas fait. Hein, je vous l'avais expliqué, hein, le paradoxe des éthologues, qui souvent se contentent de décrire, mais toujours avec le point de vue humain. Donc là, il y a vraiment plus qu'un pas de côté qui fait pour essayer de nous faire partager la représentation des animaux. Et donc, de ce fait, de nous les rendre sympathiques. Hein, c'est comme ce que disait Orsena sur le moustique. Bon, le pauvre moustique ou la pauvre femelle moustique, hein, qui nous pique pour nourrir ses petits quand même, et qui de toute façon après va mourir. On pourrait avoir de la compassion pour le chasser, pas forcément pour se faire piquer, mais pas forcément pour le tuer. Bon, et donc Excull, il va dans ce sens-là. Donc, il ne vise pas, vous voyez, tout ça est très nuancé, parce qu'il ne vise pas l'humanisation de l'animal, en disant « Ah, bah, cet animal, il est sympathique parce qu'il ressemble à l'homme ». Ce qui est parfois un comportement qu'on a, avec notamment les animaux domestiques. On les aime parce qu'ils nous ressemblent. Donc ça reste anthropocentré, totalement anthropocentré et égoïste. Hein? Donc, si on se met à la place voilà, de l'animal, on rend compte qu'il va avoir des visions. Est-ce qu'il voit en couleur, en noir et blanc, avec quel spectre, quel champ de vision, comment réagissent-ils Donc, je vais vous donner un exemple avec la tique. Hein, voilà, puisque autant choisir un animal sympathique. Alors, voilà ce qu'il écrit, mais c'est vraiment intéressant de voir son livre et par rapport aux planches. Parce que on sait aujourd'hui que, par exemple, l'œil humain est très proche de l'œil du poulpe. Mais qui s'est préoccupé jusqu'à aujourd'hui de voir comment voyait le poulpe? Le poulpe, on le mange, on le chasse, mais... vous voyez, donc là, c'est vraiment intéressant, j'insiste un peu sur lui, parce que c'est vraiment un changement de vision. Et ça peut nous aider aussi par rapport aux hommes. Pas simplement pour l'éthique. Tiens, il ne voit pas les mêmes choses que moi. C'est une interprétation humaine. Forcément. Disons, c'est un peu la différence que moi je ferais entre l'égocentrisme et l'égoïsme. C'est-à-dire, forcément, on voit les choses à partir de nous. C'est inévitable. Donc, il y a un égo, un égocentrisme ou un anthropocentrisme qui est inévitable. On ne va pas se transformer en taupe pour comprendre les taupes. Donc, forcément, c'est mais on peut être égocentrique sans être égoïste. C'est-à-dire de se dire, il n'y a que mon point de vue qui vaut. Et celui qui n'a pas le même point de vue que moi, de toute façon, il a tort. Là, donc c'est une reconnaissance que forcément on voit les choses à partir de son filtre. C'est inévitable. Mais on peut élargir le filtre, on peut avoir des filtres multicolores aussi. Hein. On n'est pas obligé d'utiliser toujours le même vert coloré, de la même manière. Donc on peut changer les lunettes, hein, on peut changer le filtre. Et aussi, on peut donc intégrer d'autres visions sans les rejeter. Vous voyez la différence? Donc, forcément, tant qu'on est humain, on verra les choses comme un humain. Hein?
Voilà. Et il ne faut pas se culpabiliser pour ça. Hein. Par contre, il y a un perfectionnement possible de la vision. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Oui. Une réflexion. Kafka a écrit un livre en se mettant à la place, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais. D'un insecte. Ouais, d'un insecte. Ouais. Oui, ça a toujours taraudé certains, oui. Mais bon, voilà, donc là, c'est vraiment intéressant comme rupture. Il est de quelle origine, Jacob? Jacob, il est... qu'est-ce qu'il est, Jacob? Il est... Hollandais? Oui, c'est ça, je crois, hollandais. Je crois, hollandais. Hein? Oui, mais il y a des faunes aussi aux Pays-Bas. Il faudra vérifier, mais je crois qu'il est des Pays-Bas. Alors, la tic-tic. Alors, vous voyez ça, voilà, c'est très émouvant. La tique, ou Ixode, il faut bien s'amuser un peu, sans être très dangereuse, est un hôte très important des mammifères et des hommes. La bestiole, à la sortie de son œuf, n'est pas entièrement formée. Il lui manque encore une paire de pattes et les organes génitaux. À ce stade, elle est déjà capable d'attaquer des animaux à sang-froid, comme le lézard qu'elle guette, perché sur l'extrémité d'une brindille d'herbe. Après plusieurs mues, elle a acquis les organes qui lui manquaient et s'adonne alors à la chasse des animaux à sang chaud. Lorsque la femelle a été fécondée, elle grimpe à l'aide de ses 8 pattes jusqu'à la pointe d'une branche d'un buisson quelconque pour pouvoir d'une hauteur suffisante se laisser tomber sur les petits mammifères qui passent ou se faire accrocher par les animaux plus grands. Cet animal, privé Dieu, aveugle une tique, voilà, privé Dieu, trouve son chemin de son poste de garde à l'aide d'une sensibilité générale de la peau à la lumière. Ce brigand de grand chemin, aveugle et sourd, perçoit l'approche de ses proies par son odorat. L'odeur de l'acide butyrique que dégagent les follicules sébacés de tous les mammifères agit sur lui comme un signal qui le fait quitter son poste de garde et se lâcher en direction de sa proie. Et ça commence à... Voilà, le pauvre, aveugle et sourd. On a plein de compassion pour la tique. S'il tombe sur quelque chose de chaud, ce que décèle pour lui un sens affiné de la température, il a atteint sa proie, l'animal à sang chaud, et n'a plus besoin que de son sens tactile pour trouver une place aussi dépourvue de poils que possible et s'enfoncer jusqu'à la tête dans le tissu cutané de celle-ci. Il aspire alors lentement à lui un flot de sang chaud. On a, à l'aide de membranes artificielles et de liquides imitant le sang, fait des essais qui démontrent que la tique n'a pas le sens du goût. En effet, après perforation de la membrane, elle absorbe tout liquide qui a la bonne température. Si la tique, stimulée par l'acide butyrique, tombe sur un corps froid, elle a manqué sa proie et doit regrimper à son poste d'observation. Le copieux repas de sang de la tique est aussi son festin de mort, c'est comme pour les tiques, car il ne lui reste alors plus rien à faire qu'à se laisser tomber sur le sol, y déposer ses œufs et mourir. Ça tire les larmes quand même. Bon, j'ai choisi ça parce que c'est un peu extrême, parce qu'on va quand même, il exagère. Mais Jacob, c'est Jacob, et voilà, il y a ce genre de... Donc c'est intéressant par rapport au sens du toucher, du goût, de la vue, voilà. On rentre dans la vie de la tique. Et donc on peut se mettre à ça. Alors, bon, simplement la conclusion. Les procédés de la vie que l'exemple de la tique met ainsi en évidence nous offrent une pierre de touche propre à éprouver la solidité des considérations proprement biologiques en face du traitement purement physiologique tel qu'il était usuel jusqu'ici. Pour le physiologiste, tout être vivant est un objet, une chose, qui se trouve dans son propre monde humain. Il examine les organes de l'être vivant et la combinaison de leurs actions comme un technicien examinerait une machine qui lui est inconnue.
Voilà. Donc là, évidemment, c'est l'anti-Descartes. Un animal ne peut pas être considéré comme une machine, et les éthologues non plus ne doivent pas se comporter comme des techniciens. Le biologiste, en revanche, se rend compte que cet être vivant est un sujet qui vit dans son monde propre, dont il forme le centre. Donc pour une tique, voilà, tout est, l'univers est vu comme une tique le voit. Et pour la tique, il n'y a que cet univers-là qui existe. C'est exactement le même comportement, là on pourrait dire ticocentré, hein, ou topocentré pour la taupe, ou le choucas, etc. On ne peut donc pas le comparer à une machine, mais au mécanicien qui dirige la machine. Donc c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire bon, il y a peut-être voilà, il y a la machine, mais l'animal c'est le mécanicien qui dirige la machine. Donc c'est là où aujourd'hui on parle beaucoup de l'intelligence animale parce que il y a des sens qu'ils n'ont pas, mais il y a d'autres sens qu'ils ont beaucoup plus évidemment importants que nous. Et de ce point de vue, nous sommes vraiment, parfois, vraiment médiocrement dotés. Par rapport à l'ouïe, par rapport à la vue. Certains animaux ont des sens beaucoup plus sophistiqués et développés. Voilà. Voilà. Pour Jacob. Bon, c'est simplement, c'est peut-être anecdotique, mais c'est... Oui, il n'y a pas d'instinct de survie encore. Oui, oui. Ah, ça, c'est... Il n'y a pas d'instinct de survie. On va le savoir si elle ne va Non, mais il y a des chances que oui. quoi? Il y a des chances que oui. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de, justement, de volonté, enfin, ou de... on va pas dire volonté, d'instinct de procréation, hein, d'instinct de procréation, et enfin, j'ai pas de preuves, parce qu'on n'a pas interviewé la tige, est-ce que vous savez que vous allez mourir, ouais. Mais c'est pas impossible qu'on le découvre. C'est une survie par la descendance, alors. Oui, c'est de l'instinct de progression, parce qu'il faut faire il faut se nourrir de sang, hein, c'est ce qui nourrit ses œufs, et ensuite mourir. Mais, disons, c'est comme le cygne, on parle toujours du chant du cygne. Le cygne, il a un chant très particulier quand il sent qu'il va mourir. Vous connaissez le chant du cygne, c'est pas une expression simplement poétique. Donc, si le cygne sent qu'il va mourir, pourquoi pas la tique? Vous voyez, c'est pas une question de grandeur hein, de l'animal. Il peut y avoir des animaux vraiment insignifiants qui peuvent avoir, et ça c'est ce qui est ouvert aujourd'hui. Là, il a ouvert vraiment un champ d'expérimentation, et maintenant avec les progrès aussi des caméras, aujourd'hui des caméras infrarouges pour filmer dans l'obscurité, et aussi des lasers, on sait beaucoup plus de choses sur les comportements animaux. On pourrait citer la menthe religieuse mâle qui, lorsqu'il va féconder la femelle, va mourir après, parce qu'elle le mange. Elle mange son mari. Oui. Est-ce que l'instinct de procréation chez le mâle est plus fort que peut-être ce qu'il a observé autour de lui avec d'autres menthes religieuses, et il y va quand même. Bon. On sait aujourd'hui de façon scientifique que les fourmis savent qu'elles vont mourir à peu près 20 minutes avant que cela n'arrive, mais elles le pensent, elles le savent. C'est encore plus, c'est pas le fait de vouloir la procréation. Non, c'est très très troublant, c'est très malheureux puisque en plus elles nous envahissent de plus en plus et que on est obligé
leur faire Les la oiseaux guerre qui quand se elles vont dans les cachent maisons, pour- mais oui. Oui, oui. Mais alors c'est vrai qu'on on a souvent étudié justement les fourmis, les abeilles, parce que des comportements dits sociaux. Hein, la structure d'une fourmilière, la structure d'une ruche, c'est vrai que c'est hallucinant. Donc c'est souvent des animaux qui ont été choisis parce que quelque part nous ressemblant. Donc on a toujours plus, c'est encore un anthropocentrisme, plus de sympathie pour ce qui nous ressemble. Là, l'intérêt de Besquit, c'est qu'il est allé voir vraiment ceux qui étaient considérés comme des ennemis. Mais la menthe religieuse, oui, ça serait vraiment... Comment peut-on savoir qu'elle sait qu'elle va mourir? Je pense par le comportement, c'est-à-dire que, bon, j'imagine, vous savez, les fourmis, on les voit toujours extrêmement actives, hein, transportant des choses incroyables dans un sens, dans un autre, et parfois on se dit, mais il n'y a pas de rationalité, on les voit partir dans un sens, elles reviennent, elles repartent, elles portent des charges phénoménales, mais il y a sûrement une raison. Et le comportement doit changer, je pense, ça doit être observé quelques minutes avant, ou peut-être elle va dans un endroit particulier, ou voilà, elle change de comportement parce qu'elle sent que... Enfin, c'est une interprétation, je ne sais pas. Non, c'est parce qu'elle aussi, elle communique par les phéromones. Hein, alors, c'est ça, elle là communique. aussi, on sait analyser la communication teneur chimique de ces... Voilà. Voilà, le fameux acide, hein, formique aussi, voilà, on sait maintenant beaucoup de choses. Les éléphants aussi vont au cimetière. Alors les éléphants, c'est connu depuis très longtemps. C'est connu depuis plus longtemps parce que d'abord l'Inde avait étudié cela. Oui, les éléphants ont des rites funéraires. Et là, c'est vrai, ça pose aussi la question, parce que souvent, les rites funéraires, on a considéré que c'était un des éléments de l'hominisation. Et on se rend compte qu'il n'y a pas que l'homme, parce que faire un rite funéraire, ça implique une vision très particulière, c'est-à-dire de se dire, bon ben voilà, il y a un au-delà. Sinon, pourquoi faire ce rite? Peut-être pas un au-delà, mais un accompagnement. Un accompagnement vers un autre monde, et qui est absent, donc qu'il faut pouvoir se représenter. Accompagner un animal, pas simplement quand il va mourir, mais après. Parce que c'est ça aussi, hein, il y a le cimetière, on l'emmène au cimetière des éléphants, et il y a toute une ritualisation de cela. Et ça, c'est quand même très proche de ce que les humains font. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a quand même cette capacité de se représenter quelque chose d'absent, qui était, jusqu'à il y a peu, considéré comme un élément essentiel de l'homme. Bon, la mémoire, c'est pas non plus une allégorie, quoi. L'éléphant a une mémoire incroyable. Quand il y a quelqu'un qui lui fait du mal, des années et des années après, il le reconnaît. Et ça, les Indiens ont beaucoup d'exemples, parce que tous ne respectent pas les éléphants comme devraient. Mais voilà, donc ça, c'est des choses qui nous font voir ces animaux autrement. C'est pour ça qu'ils étaient symboles de sagesse en Inde. Par la mémoire, par le respect aussi. On dit que les éléphants ont vis-à-vis de la nature. Il y a toujours cette anecdote qui raconte qu'un éléphant, quand il se promène et s'il voit une lignée de fourmis sur le chemin, il va lever la patte pour ne pas écraser les fourmis. Alors qu'étant éléphant, il pourrait se dire, bon, c'est quantité négligeable, hein, comme nous faisons souvent quand on se balade. Donc, il y a une conscience chez l'éléphant qui est exceptionnelle. Exceptionnelle. À propos du tsunami de 2004, là, il paraît que les éléphants, ils ont ressenti à quelques heures avant l'arrivée.
Absolument. On l'a constaté. Oui, oui. Et pas que les éléphants. Il y a eu plusieurs animaux qui sont partis. Et c'est là où on se rend compte qu'on s'est vraiment coupé de cela. C'est que ça n'a pas été pris au sérieux. On a vu les animaux partir. Bon, mais on ne s'est pas posé la question, tiens, il y a peut-être un danger imminent. Oui. Alors, là, c'est toujours pareil. On parle aujourd'hui beaucoup d'intelligence animale ou d'intelligence des plantes. Hein. Bon, voilà, ça pose vraiment la question, qu'est-ce qu'on entend par intelligence? En quoi l'intelligence est différente de l'instinct? Capacité d'apprendre, oui. Capacité de se souvenir, oui. Bon, ça veut dire qu'un des critères par rapport à la mémoire, c'est le critère de vouloir se remémorer à volonté. Une chose est d'avoir de la mémoire, de voir quelqu'un et ça rappelle quelque chose pour un éléphant, mais est-ce qu'il est capable de dire tiens, je vais me rappeler ce que j'ai fait hier ou ce que j'ai vécu ces 10 dernières années. Là, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même voilà, une ouverture plus grande. Et je pense que ce Jacob a joué un grand rôle quand même là-dessus. Il est bien, ce Jacob. Malgré la tique. Bon, après, il ne faut pas être idiot. Il faut pas être idiot. Hein? Malgré, grâce à la tique. C'est-à-dire, voilà, c'est vrai que dans la permaculture, aujourd'hui, on oublie, on s'interdit ce clivage des nuisibles et des gentils. Il n'y a plus de mauvaises herbes. On parle des indésirables et on fait en sorte qu'ils trouvent ce qu'ils cherchent ailleurs. Oui, ou de recréer un équilibre où là, ils vont jouer leur rôle. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement d'équilibres qui sont... Mais il n'y a pas de mauvaises herbes. Enfin, si vous avez des termites dans vos poutres, je pense que vous avez les traiter. Oui, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être idiot et laisser le toit tomber, s'effondrer parce que... bon. Mais dans les traitements, on peut aussi essayer d'avoir... parce que les termites, ça aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire. La structure sociale des termites, c'est comme celle des abeilles ou des fourmis. Mais voilà, donc on peut aussi les traiter peut-être avec... Le terme de traiter, c'est ambigu. On ne dit pas qu'on va les tuer, on va les traiter. On va les traiter. Mais peut-être, moi je sais que par rapport aux moustiques, vous avez quand même des produits qui les chassent. Hein, donc il faut aller chez les voisins. Étudier tes contemporains. Bon, voilà. Je pense qu'en tout, il faut éviter d'être extrémiste. Hein, moi, je sais parce que j'ai un toit qui a failli me tuer à cause un plafond, à cause des termites. Donc, bon. Mais c'est vrai que quand ils tombent sur la tête, là, c'est vraiment trop tard. Et quand on est attaqué par des concitoyens, on se défend aussi. Voilà, donc c'est la même chose. Voilà. Alors, il y a la calache et puis il y a d'autres moyens. Où on peut comprendre leur attitude, n'empêche que... Bien sûr, ouais. Non, il faut raison garder quand même. Je peux me permettre quelque chose? Oui, et puis on fera la pause après. Et on parlait de l'instinct animal, d'accord, tout le monde dit l'instinct animal. Mais l'homme a des réactions instinctives. Si tout d'un coup, il y a un serpent qui passe là, la première réaction, ça va être ça. Après, je vais analyser. Mais je vais avoir l'instinct de m'éloigner. L'homme a des réactions totalement instinctives aussi, dans la surprise. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'on parle de l'instinct, on parle des instincts chez l'homme. L'instinct de conservation, l'instinct de procréation, l'instinct de survie, et ça nous est... C'est comme des choses qui sont un peu intégrées en nous. On le fait sans réfléchir. Oui, c'est ça. Hein, l'instinct de survie, voilà, on ne réfléchit pas, et c'est comme une chose qui est complètement automatisée en nous.
C'est là où on peut faire une différence entre l'instinct, qui est complètement intégré et qui nous aide à survivre, hein, et l'intelligence, qui est la capacité de créativité, d'inventer des nouveaux outils, d'inventer de nouveaux comportements face à l'inconnu, face à l'incertitude. Bon. Et ça, c'est vrai que certains animaux s'adaptent ou communiquent. Donc, il y a beaucoup plus de ressemblance avec ce que nous appelons l'intelligence humaine qu'on pouvait l'imaginer il y a encore quelque temps. Donc, ça pose vraiment des questions de définition. Qu'est-ce qu'on entend par intelligent? La différence avec l'instinct, puisque, heureusement, nous avons des instincts. La capacité d'analyse aussi. La capacité d'analyse, c'est pour ça certains Grecs disaient, mais les animaux, ils font des syllogismes. C'est-à-dire, voilà, quel chemin je dois choisir, pas celui-là parce que, pas celui-là, donc celui-là. Bon, c'est presque une logique. Et comme je disais, ça pose vraiment des questions intéressantes, même par rapport aux machines aujourd'hui, par rapport en quoi sommes-nous différents des robots? C'est quand même nous qui les fabriquons. Et où les choix que font les robots sont ceux qu'on... Pour l'instant, oui. Mais il y a aussi une époque, à mon avis, très proche où ce sont des robots qui construiront des robots. Oui, mais ces robots-là, qui les aura programmés? Ah, ça c'est l'histoire de la poule. Mais vous voyez, comme voilà, c'est ce même questionnement, on peut l'avoir aujourd'hui. Et là, on voit que ça mérite réflexion. Les animaux. Est-ce que je suis un être totalement instinctif? Les animaux sont même capables d'affect, puisqu'il y en a qui adoptent des autres races que leur bien sûr. Enfin, Mowgli pourra en témoigner. Mais c'est dépasser l'intelligence. Oui, c'est pour ça que certains disent qu'il y a plus de différence entre un animal et un homme qu'entre des hommes entre eux. Par exemple, Schopenhauer qui parlait du racisme, ou Bentham qui parlait du racisme, bon, il y a parfois une solidarité entre espèces animales qu'il n'y a pas entre espèces races humaines. Culture humaine. Donc les animaux nous donnent des exemples de solidarité et d'affect, oui, parfois plus que les hommes. Ne serait-ce que pour leurs petits, ça c'est formidable. Alors ça, oui, ouais, mais bon, ça c'est vraiment, oui, oui, ouais. Bon, on va se prendre un petit café. Alors, ça va? Vous avez pris des forces? Ça va. Alors, Jacques Derrida. Jacques Derrida. Vous connaissez? C'est le chantre de quoi, Derrida? Ah, merci, bravo. Déconstruction. À tel point, une fois, j'ai fait une conférence sur Jacques Derrida. Et on m'avait posé la question, mais peut-on encore philosopher après Jacques Derrida? Comment? Ça va. Non, après. Comme s'il avait, voilà, définitivement réglé le problème. Bon, c'était un peu un phénomène de mode, mais il a écrit des choses très bien. Jacques Derrida, donc là, ça fait partie de les French philosophers. French philosophers qui étaient tout à fait adulés aux États-Unis et parfois pas tout à fait bien acceptés en France, à la Sorbonne en tout cas, et qui avaient créé des lieux philosophiques alternatifs, comme l'université de Nanterre et autres, où ils pouvaient s'exprimer, avec Deleuze, Derrida, Althusser, Lacan, Foucault, enfin bon, voilà. Alors, Félix Guattari. Alors, Jacques Derrida, lui, c'est pour situer 1930-2004.
Et à Nanterre, oui. 1930-2004. Alors, lui, il a écrit un livre, L'animal que donc je suis. L'animal que donc je suis. Que donc je suis. Il aurait pu dire l'animal que je suis. Non, l'animal que donc je suis. Le donc est important. Et il écrit des propos assez violents sur voilà, les visions qui l'ont précédé, et ces propos sont l'aboutissement en fait de la plupart des thèmes qu'il va développer dans les années 60, lui qui se veut donc le chantre de la déconstruction. C'est pas, vous voyez, c'est paradoxal comme thème, c'est comme concept. C'est pas la destruction, c'est la déconstruction, c'est-à-dire qu'en même temps qu'il détruit, il construit. C'est pas inintéressant comme idée. Alors, lui, il veut déconstruire la modernité, et il veut déconstruire cette modernité dont le représentant par excellence est Descartes. Donc il voit dans la vision de Descartes, c'est peut-être un copain, il voit dans la vision de Descartes la source d'un humanisme brutal, qui consiste à donner à certains des droits, et notamment aux humains, donc de parler des droits humains, mais de refuser ces mêmes droits aux autres espèces. Alors il va très loin. Il dit que cet humanisme cartésien, en fait, est ce que on va appeler au XXe siècle le spécisme, considérer voilà, une différence entre espèces, et que ce spécisme va autoriser toutes les violences, toutes les exterminations, tous les génocides. C'est-à-dire que là, il explique, et c'est vraiment pas inintéressant, de montrer comment les grands génocides du XXe siècle sont issus en fait, d'une vision dite humaniste qui naît, bon, lui avec Descartes, mais aussi, qui se développe aussi avec les Lumières. C'est-à-dire que ces génocides ne sont pas le propre simplement de fous, de dictateurs, de visions folles, mais que ils sont issus, ils sont les conséquences d'une certaine vision du monde, d'une certaine vision et représentation du monde et de l'homme. Au nom d'un homme nouveau. Oui, au nom d'un monde nouveau, d'un homme nouveau, avec des rouages qu'il dit qu'ils prennent leurs racines au XVIe siècle. Donc, c'est pour ça qu'il va parler de génocide, et que la répétition des génocides au XXe siècle trouverait là son origine, dans cette soi-disant humanisme qui donne des droits à certains et qui les refuse à d'autres. Alors, je vais vous lire un peu de l'animal donc que je suis de Derrida. Il dit de la figure du génocide, il ne faudrait ni abuser ni s'acquitter trop vite, car elle se complique ici. L'anéantissement des espèces, certes, serait à l'œuvre, mais il passerait par l'organisation et l'exploitation d'une survie artificielle, infernale, virtuellement interminable, dans des conditions que des hommes du passé auraient jugées monstrueuses, hors de toutes les normes supposées de la vie propre aux animaux ainsi exterminés, dans leur survivance ou dans leur surpeuplement même. C'est une phrase un peu longue. Comme si, par exemple, au lieu de jeter un peuple dans des fours crématoires et dans des chambres à gaz, des médecins ou des généticiens, par exemple nazis, avaient décidé d'organiser par insémination artificielle la surproduction et la surgénération de juifs, de tziganes et d'homosexuels, qui, toujours plus nombreux et plus nourris, auraient été destinés en un nombre toujours croissant au même enfer, celui de l'expérimentation génétique imposée, de l'extermination par le gaz ou par le feu.
Pour lui, c'est ce qu'on fait avec les animaux. C'est choc, hein? C'est choc. Bon, je passe un petit peu. Devant le déferlement, pour l'instant irrésistible, mais dénié devant la dénégation organisée de cette torture, des voix s'élèvent, minoritaires, faibles, marginales, peu assurées de leur discours, de leur droit et discours et de la mise en œuvre de leur discours dans un droit, dans une déclaration des droits, etc., pour protester, pour nous réveiller à nos responsabilités et à nos obligations à l'égard du vivant en général. Et précisément à cette compassion fondamentale qui, si on la prenait au sérieux, devrait changer jusqu'au socle de la problématique philosophique de l'animal. Voilà. Donc, voilà, il s'interroge vraiment sur ce concept de génocide et des justifications trouvées au génocide. Et voilà, il fait vraiment une analogie entre ce qu'on a fait au XXe siècle en exterminant comme jamais des dizaines de millions de personnes considérées différentes et avec les conditions dans lesquelles on fait vivre les animaux. Il fait une analogie entre les camps de concentration nazis ou les goulags, enfin, et l'élevage industriel, et les conditions dans lesquelles on élève des animaux pour les tuer. Vous voyez, dans les mêmes abattoirs. L'extermination par le gaz ou par le feu dans les mêmes abattoirs. Personne aujourd'hui ne peut nier les proportions sans précédent de cet assujettissement de l'animal. Bon, c'est choc, mais ça a le mérite vraiment de faire réfléchir. Et aussi sur, comme Hannah Arendt a commencé à le faire, sur vraiment les ressorts de ces génocides du XXe siècle. Parce que quand même, le XXe siècle restera inscrit comme le siècle le plus terrifiant de l'histoire de l'humanité. Bon, donc voilà, vous voyez que c'est un militant, il faut le rajouter dans nos plus grands militants de la cause animale, Jacques Derrida. Un peu dans sa lignée, il y a un ouvrage aussi, une auteure intéressante qui est Élisabeth de Fontenay. Élisabeth de Fontenay qui a écrit en 99 dans le silence des bêtes. Le silence des bêtes. Et là aussi, elle, un peu dans la même fibre, même style que Derrida, essaie de déconstruire les catégories ayant permis d'instituer le propre de l'homme. Et là aussi, elle critique les limites d'un humanisme étroit, reposant sur une conception élitiste du sujet et qui va donc faire sortir des limites de cet humanisme, pas simplement les animaux, mais des catégories d'humains considérés inférieurs. Une discrimination, elle combat la discrimination envers des personnes vulnérables et qui sont donc traitées pas avec le même statut. Donc il propose une éthique, une politique prônant au sérieux le fait que les animaux comptent. Je citerai aussi, c'est grâce à Daniel que j'ai rajouté Boris Cyrulnik. Parce que en fait, Boris Cyrulnik, très connu pour la résilience et tout ça, en fait, dans les années 70, il va créer le premier cercle d'études des comportements animaux et humains. Je ne le savais pas, donc merci de m'avoir montré l'ouvrage De chair et d'âme qu'il a écrit en 2006. Il va créer ce cercle d'études des comportements animaux et humains, et en 83, son premier ouvrage, c'est Mémoire de singe et Paroles d'homme.
Donc voilà, avant de devenir le chantre de la résilience et de la résilience humaine, hein, il va beaucoup s'intéresser aux comportements animaux et dans De chair et d'âme, qui n'est pas facile à lire. Hein, c'est pas un des plus simples de Cyrulnik. Il va aussi montrer tous les points communs entre les hommes et les animaux au niveau affect. Enfin, on a beaucoup de choses, de points communs. Donc, Cyrulnik aussi s'est intéressé à cette cause animale. Ce qu'on ne sait pas toujours. Hein. Alors, venons-en maintenant aux deux, il y en a plus, hein, mais bon, je choisis les deux dont on parle le plus, les deux grands défenseurs de la cause animale, qui ont quand même été efficaces, hein, utiles et efficaces, puisque il faut savoir que depuis le 16 février 2015, c'est récent, hein, le 16 février 2015, les animaux sont officiellement reconnus en France dans le Code civil comme des êtres, je cite, comme des êtres vivants doués de sensibilité. Ça y est. Et donc ça, c'est quand même grâce aux juristes Bentham et à ceux qui ont pris la suite, que depuis 2015, les animaux sont officiellement reconnus donc, comme des êtres vivants doués de sensibilité. C'est pourquoi aujourd'hui, d'être pris en flagrant délit de maltraitance animale ou d'abandon d'animaux sur les routes, hein, avant de partir en vacances, sont punis par la loi. Hein, alors que c'était autrefois totalement impuni. Donc, de quoi parle-t-on ? On parle d'une sensibilité nerveuse. Hein, quand on dit être vivant doué de sensibilité, il s'agit d'une sensibilité nerveuse qui leur permet de s'éloigner des causes qui pourraient perturber leur organisme. Donc là, c'est vrai que c'est une sensibilité un peu instinctive, mais ça va plus loin. On dit que si cette perception est accompagnée d'émotions, alors il peut y avoir douleur. Donc il y a une sorte de sensibilité, puis douleur, s'il y a émotion, et si en plus il y a cognition, c'est-à-dire de se rendre compte qu'il y a douleur, alors on peut parler de souffrance. Vous voyez, donc il y a une explicitation des concepts entre sensibilité, douleur, s'il y a émotion, et s'il y a cognition, c'est-à-dire s'il y a connaissance, souffrance. Alors ça c'est vraiment intéressant parce que c'est souvent ce que la psychologie explique par rapport à l'humain. La douleur, on parle souvent d'une douleur physique, hein, j'ai une douleur, et quand il y a le côté psychologique et mental qui s'y met, on parle de souffrance. Hein, il y a une sorte de... Donc ça maintenant, c'est reconnu par la loi. Et cette reconnaissance, c'est évident qu'elle est le fruit, elle ne s'est pas obtenue toute seule, c'est le fruit d'un grand mouvement social, culturel, qui est constitué donc de personnages, des pionniers, mais aussi de plein d'associations, de mouvements de citoyens qui renforcent ce mouvement. Donc on a deux personnes qui sont considérées comme les fondateurs de l'éthique animale, qui a pris naissance dans les années 70. Il s'agit donc de Peter Singer, qui est australien, qui a écrit en 1975 La libération animale. C'est son grand livre, La libération animale, 1975. Je vais y revenir. Et Tom Regan, qui lui est américain, et qui a publié en 1983 Les droits des animaux, qui est son œuvre majeure. Alors, donc, ce sont les fondateurs de l'éthique animale, mais ce qu'il faut, ça on le sait aujourd'hui, ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus vaste,
beaucoup plus globale, d'une remise en cause de tout un système, hein, capitalisto-industriel, techno-industriel. Enfin, donc ça s'inscrit aujourd'hui dans vraiment une rébellion, une révolte, une remise en cause beaucoup plus large que simplement défendre l'éthique animale, s'y greffe le dérèglement climatique, l'extinction des espèces, la chute de la biodiversité, mais aussi les injustices sociales. C'est des mouvements vraiment très, très globaux, très mondiaux, mondialisés, parce qu'en fait toute la planète est concernée, et donc c'est toute une mouvance. Avec beaucoup d'acteurs, beaucoup de citoyens engagés, des plus modérés jusqu'aux plus radicaux. Il y a de tout. Et il y a des modérés, des pacifistes qui pourraient devenir radicaux et violents. À voir. Alors, donc, ça c'est la caractéristique actuelle et qui va probablement continuer. Alors, Peter Singer, donc philosophe utilitariste australien. C'est pour ça que je vous ai parlé aussi de Bentham, parce que lui se situe dans la filiation de Bentham, utilitariste. Titulaire de plusieurs chaires universitaires aux États-Unis, en Australie, et son livre « La libération animale », donc publié en 1975, s'est vendu très vite à plus de 500 000 exemplaires, c'est pas mal, hein, donc ça a été un best-seller, et il s'est imposé comme vraiment la référence incontournable, le livre de l'éthique animale, et c'est devenu un véritable manifeste de la défense des animaux. Donc, lui se situe dans la vision de Bentham, donc vision utilitariste, et réinterroge la question morale à partir de la notion d'intérêt. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est utile, hein, il reprend l'idée de maximisation du bonheur et minimisation de la souffrance, et il dit une action pour être bonne doit engendrer le moins de misère possible. Et donc, il va développer tout un concept qui est d'ailleurs le titre d'un de ses ouvrages paru en 2018, qui s'appelle « L'altruisme efficace ». L'altruisme efficace. Vous voyez, dans cette vision utilitariste, on va parler de maximisation, minimisation, c'est vraiment un langage très économiste, hein, et on va parler d'efficacité. Qu'est-ce qui est efficace? Altruisme efficace. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Que la sensibilité soit le critère pertinent d'appartenance à la communauté morale. Tous les êtres sensibles doivent être considérés comme moralement égaux, en ce sens que leurs intérêts doivent être pris en compte de manière égale. C'est ça l'altruisme efficace, qui va produire le plus de bonheur, le moins de souffrance. Donc le fait d'utiliser des animaux pour se nourrir est injustifié, car cela entraîne une souffrance disproportionnée par rapport aux bienfaits que les humains tirent de cette consommation. Il y a toujours cette comparaison profit, disons bienfait, méfait. C'est un calcul hyper basique, mathématique. Hein? Donc on maximise les uns, on minimise les autres. Donc souffrance disproportionnée par rapport aux bienfaits que les humains tirent de cette consommation. Et qu'il est donc moralement obligatoire de s'abstenir de manger la chair des animaux, voire de consommer tous les produits issus de leur exploitation. Bon, ça c'est le principe. Après on va voir que bon, il a fait preuve aussi un peu de pragmatisme, et il est un peu revenu sur cet aspect assez absolu. J'y reviendrai. Donc, l'altruisme efficace s'applique aussi dans d'autres domaines, pas simplement la cause animale. Et c'est là où il est très actuel, Singer.
Il considère que les habitants des pays développés ont le devoir d'utiliser une part de leur richesse pour réduire les souffrances des personnes vivant dans la pauvreté. C'est ça aussi l'altruisme efficace. Ce n'est pas une question de philanthropie. C'est ça qui est aussi la caractéristique du courant utilitaire. On ne fait pas ça par philanthropie. On fait ça par efficacité. Et qu'est-ce qui est efficace aujourd'hui? Eh bien, c'est de redistribuer les richesses. Altruisme efficace. Donc, redistribution des richesses pour les plus pauvres, et donner cette richesse de la manière la plus efficace, c'est-à-dire celle qui réduirait le plus de souffrance. Toujours. Donc, c'est un peu pompier aussi comme action. Hein. Il n'y a pas forcément une vision à très 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 long terme, mais plutôt un sentiment d'urgence. Hein. Pour éviter que le système explose, il faut faire cela. Il a fait aussi un essai « Famine, richesse et moralité ». S'il est en notre pouvoir d'éviter que des choses mauvaises arrivent, sans pour cela sacrifier quoi que ce soit d'importance morale comparable, nous devons moralement le faire. Si je marche à côté d'un étang peu profond et que je vois un enfant qui s'y noie, je dois entrer dans l'eau et en sortir l'enfant. Cela voudra dire salir mes vêtements, mais c'est insignifiant. Voilà. Donc, il ne croit pas tellement à la notion d'humanisme, hein, ce n'est pas quelque chose qu'il met en avant, mais il préfère la notion d'utilitarisme des préférences, pragmatisme et utilitarisme. Et par exemple, aux États-Unis, quand il y a eu des actions contre les restaurants McDo, hein, c'est là où on a vu aussi la limite de cet utilitarisme ou de ce pragmatisme. En fait, il a apporté quand même son soutien à McDo, qui s'était engagé à avoir des filières animales pour ses hamburgers qui faisaient moins souffrir les animaux que ce qu'ils utilisaient avant, en disant, bon, de toute façon, on ne va pas pouvoir supprimer les McDo du territoire américain, donc tant qu'à faire, soyons pragmatiques, et donc, si McDo a de bonnes intentions, soutenons-les. Et c'est là où beaucoup de gens ne l'ont plus suivi. Parce que bon, soutenir McDo, ça a quand même une valeur symbolique. Bon. Ne l'ont plus suivi et ont préféré les visions plus radicales de Reagan. Mais vous voyez, c'est ça aussi, à quoi ça mène la vision utilitariste. Je ne la trouve pas inintéressante. C'est-à-dire, c'est quand même pragmatique. C'est peu idéologique et on fait tout le temps la comparaison de ce qui est efficace, de ce qui l'est moins. Pour maximiser le bonheur, minimiser la souffrance. Et ça peut entraîner des comportements de redistribution vis-à-vis des pauvres qui sont tout à fait intéressants. Voilà, donc comme certains disent, agrandir les cages, comme Peter Singer le fait, ça peut être considéré comme une avancée, mais ce n'est pas du goût de tout le monde. Mais ça peut être une option. Alors, qu'est-ce que je peux vous lire de ça? Non, il faut électrifier les bidonvilles, il faut donner de la dignité aux hommes dans les bidonvilles, les éduquer. C'est parce qu'on introduit une notion d'idéal qui n'est pas dans le bidonville. Si, il y est quand même. Là, quand même, il y a la notion de moralité, donc il ne s'agit pas simplement d'agrandir, mais de redistribuer, redistribuer les richesses. Qui est moins de souffrance. C'est toujours la maximisation du bonheur, minimisation de soi, qui concerne tout le monde. Non, là, c'est pas cynique. Il y a une vraie, vous voyez, famine, richesse et moralité. C'est-à-dire, il y a vraiment ce sentiment aussi d'urgence dans la redistribution
à faire des richesses. Et que c'est vrai, c'est pas forcément par philanthropie, par morale. Un peu différent. Hein. Donc il dit, voilà, un mouvement de libération, hein, c'est la libération animale. Un mouvement de libération implique un élargissement de notre horizon moral, ainsi qu'une extension ou une réinterprétation du principe moral fondamental d'égalité. Bon, l'égalité est une notion morale et non une simple affirmation de fait. Il est une prescription portant sur la manière dont nous devrions traiter les humains aussi. Hein, voilà. Si un être souffre, il ne peut y avoir de justification morale pour refuser de tenir compte de cette souffrance. Quelle que soit la nature de l'être qui souffre, le principe d'égalité exige que sa souffrance soit prise en compte autant qu'une souffrance similaire, pour autant que des comparaisons grossières soient possibles de tout autre être. Donc là aussi, ça englobe la souffrance animale, mais aussi la souffrance humaine. Parce que, voilà, certains, dont lui, ils ont dit, il n'y a pas de raison non plus de donner plus aux animaux qu'aux millions d'êtres humains qui souffrent, ou qui sont esclaves, ou qui sont en dessous du seuil de pauvreté, enfin, voilà, qui vivent dans la misère noire. Donc, vous voyez que ça fait partie d'un mouvement beaucoup plus vaste. Hein. Donc, l'altruisme efficace. Il ne s'agit pas simplement d'être altruiste, quelles que soient les raisons, mais il faut que ce soit efficace. Donc, si on doit donner, faire des dons, bon, il faut que ça arrive au destinataire. Par exemple. Bon. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir. Donc, altruisme, efficace, pragmatisme, et quand même... Bon, il a quand même écrit un livre qui fait aujourd'hui référence. Ces prises de position, parfois un peu modérées, ont fait mettre un peu en exergue, en évidence, l'autre grand pionnier, qui est Tom Regan. Alors, Tom Regan, c'est un philosophe américain. Lui, il est américain et il est décédé en 2017. Donc, sa naissance, j'en sais rien. Je veux dire que voilà, c'est vraiment un contemporain, c'est contemporain de Singer. Et lui se situerait plutôt dans une filiation kantienne. Ce qu'on dit. Hein. Donc, filiation utilitariste pour Singer, Regan, filiation kantienne. Vous allez voir pourquoi. Parce que il va être le principal théoricien des droits des animaux et de la position qu'il va appeler lui-même abolitionniste. Voilà. Il est le fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'abolitionnisme. L'abolitionnisme de l'exploitation animale et qu'il présente, pourquoi est-il kantien, comme un impératif catégorique. Donc là, on n'apporte pas son soutien à McDo. On va même plutôt être du côté de ceux qui peuvent. C'est l'abolitionnisme de l'exploitation animale. Et que ça, il n'y a pas de position modérée par rapport à cela. Il faut absolument, catégoriquement être abolitionniste. Donc, un respect absolu qu'il convient d'observer vis-à-vis des êtres possédant une valeur inhérente. Alors, il va justifier philosophiquement ça. Il va parler d'une valeur inhérente, je mets entre guillemets, une valeur inhérente à tous les sujets vivants. C'est-à-dire, tous les êtres vivants ont une valeur propre, égale. La caractéristique essentielle que nous partageons tous, c'est le fait que chacun d'entre nous
se soucie de sa propre vie, possède une vie qui lui importe. Que ce soit les animaux, que ce soit les humains, hein, on est au centre d'une vie qui est importante pour nous. Et il va inventer un concept, celui de sujet d'une vie. Sujet d'une vie. Bon, c'est une manière de... Hein, c'est comme Derrida ou Deleuze qui inventaient des concepts comme ça, agglutinants. On est tous les sujets d'une vie, c'est-à-dire on est tous au centre d'une vie qui nous importe, qui est importante pour nous, qu'on soit animal ou humain. Donc, si être le sujet de sa propre vie est un critère pertinent, suffisant pour reconnaître la valeur inhérente des individus, alors nous devons, pour être cohérents, attribuer une valeur inhérente et par conséquent des droits moraux fondamentaux à tous les sujets d'une vie, qu'ils soient humains ou non. Donc, pied d'égalité, on est tous les sujets d'une vie. Bon, un concept nouveau, hein, pas inintéressant. Hein. Donc, concept de valeur inhérente, sujet d'une vie, et donc respect absolu vis-à-vis de tout être humain ou tout être animal. Donc, ce que Reagan exige, parce que là c'est vraiment je veux et j'exige, c'est l'abolition de l'exploitation animale et de toute forme d'expérimentation douloureuse. Donc, bien entendu, le véganisme est pour lui une obligation morale. Donc là, c'est un mouvement, vous voyez, beaucoup plus rigoriste, radical, hein, que les mouvements de Singer, hein, puisque là, c'est vraiment le véganisme absolu, donc on s'interdit toute consommation, tout produit animal, mais tout, y compris la laine, le cuir, enfin tout produit issu de l'animal. Donc ça va beaucoup plus loin. Et donc il y a un certain nombre maintenant d'associations, hein, de groupements de citoyens qui sont dans cette perspective-là, hein, dans cette mouvance. Bon, ils ne savent pas forcément qu'ils sont kantiens, mais c'est cette notion de, vous voyez, de poser un impératif catégorique. Ce que Kant avait fait pour les hommes, et puis avec cette notion de devoir indirect envers l'humanité, oui, parce que la période le veut. Hein, c'est la période le veut. Donc là, vraiment, ça va plus loin. Mais c'est aussi ce qui a permis d'arriver à cette loi de 2015. Ce qui explique aussi qu'un certain nombre aujourd'hui de mouvements véganes peuvent avoir des actions violentes, hein, d'attaques, de boucheries, et pas simplement de prise de conscience, hein, et aussi de culpabilisation. Vous savez, ce qu'on voit, c'est pas neutre, et il peut y avoir de la violence. Ce qui est important, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est de voir que il y a pas mal de mouvements quand même modérés, mais qui sont jugés faibles, hein, ou lâches par rapport à d'autres prises de position qui sont plus radicales et qui peuvent aujourd'hui, je pense très précisément par exemple à Extinction Rébellion, dont on parle cette semaine beaucoup. C'est vrai, c'est pacifique, c'est de la désobéissance civile. Mais l'autre jour, en revenant de l'aéroport, je voyais sur le pont, il y a industriel égale criminel, signé Extinction Rébellion. Ça peut aller loin. Oui, ça peut aller loin. Donc, il faut étudier ça, il faut observer ça de près. C'est vrai que, bon, s'asseoir, faire un sit-in sur un pont, sur une place, bon, c'est gentil. Ça semble assez bisounours, mais
ça l'est pas forcément, parce que de toute façon, pour être délogé, les policiers font voilà, les déloges et parfois à coups de gaz lacrymogènes. Et donc la violence est reprochée à la police. Et après, il y a tout un article sur les violences policières, etc. C'est pas évident. Donc, bon, disons, il y a de tout dans cette mouvance. Et c'est vrai que c'est, je pense, important de rappeler aussi les filiations philosophiques, parce qu'elles sont souvent inconnues ou passées à la trappe. Et bon, l'impératif catégorique pour Kant, c'était une obligation morale, individuelle, mais jamais ne justifiant la violence et la fracturation encore plus importante de nos sociétés. Alors, je vais lire simplement un petit truc de Reagan pour les droits des animaux. La théorie qui sous-tend les droits des animaux montre que le mouvement qui les défend, loin de s'opposer au mouvement pour les droits des humains, en est partie intégrante. Donc, vous voyez, là, toujours perspective globale. La théorie qui fonde d'une manière rationnelle les droits des animaux fonde aussi les droits des humains. C'est pour ça que aujourd'hui, dans un certain nombre de mouvements, vous allez trouver la défense des femmes, la défense des animaux, la défense des minorités, la défense des homosexuels, enfin, tous les terrains sociétaux sur lesquels on parle beaucoup aujourd'hui. Tout ça est englobé. Ainsi, les personnes qui sont engagées dans le mouvement pour les droits des animaux sont les partenaires de celles qui luttent pour garantir le respect des droits des humains, des droits des femmes, par exemple, ou des minorités ou des travailleurs. Le mouvement pour les droits des animaux est fait de la même substance morale que ces autres mouvements. Donc, quand on parle beaucoup aujourd'hui des convergences des luttes, bon ben voilà, là il y a vraiment une convergence de cette militance, de cette lutte pour les animaux, mais aussi pour toutes les minorités qui sont exploitées ou qui souffrent. Et qui sont finalement à la fin des majorités, parce que si on compte les femmes, tous ceux qui ne sont pas blancs, voilà, ça fait du monde. Bon. Voilà, c'est pour mieux... Je peux maintenant expliquer pourquoi mes positions concernant l'élevage et l'expérimentation animale sont à la fois claires et sans compromis. Voilà, là il n'y a pas de compromis possible. Et s'il n'y a pas de compromis, c'est là où il peut y avoir quand même, me semble-t-il, un peu de germe de violence. Tous les compromis ne sont pas forcément bons à faire, mais c'est pas évident. C'est pas évident. Et ça, c'est vraiment la conscience individuelle, personnelle, qui peut dire ça c'est acceptable, ça l'est pas. Oui, C'est pour ça qu'il y a parfois des injonctions qui peuvent être un peu agaçantes. Dire industriel criminel, c'est grotesque. Désolé. Qu'est-ce qu'il dit C'est sans les industriels. C'est sans compromis. Que fait-on sans les industriels? Et oui, c'est comme aujourd'hui un certain nombre d'agriculteurs qui se sentent stigmatisés en disant nous on nourrit la population. Et c'est vrai, c'est-à-dire que c'est vrai que d'une certaine manière on peut dire bon plus de Monsanto, plus de Roundup, plus de glyphosate, mais ces pauvres agriculteurs à qui on a vendu, ils sont mais totalement démunis. Et il y a quand même des suicides d'agriculteurs qu'il faut prendre en considération. Donc, bien sûr, de bon sens, de juste mesure. Voilà, alors après, chacun y met des choses différentes.
le curseur. Mais moi, ça m'a choqué parce que c'est vrai que j'avais une image d'Extinction Rébellion, disons, on est pacifique, bon, désobéissance civile, etc. Bon, là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oula, là, ça se radicalise un peu parce qu'on ne peut pas, effectivement, dire tous les industriels sont des criminels, tous les agriculteurs sont des empoisonneurs. Voilà. Et ce que je trouve, à contrario, ce que je trouve dommage, et là il y a un film qui sort cette semaine, qui va se jouer, je crois, aux Variétés, qui est un documentaire américain. Cyril Dion, c'est lui qui a enregistré la traduction française, ça s'appelle Tout est possible. Qui sort en même temps qu'Au nom de la terre là, de Guillaume Canet, mais pour montrer aussi des expériences positives. Moi, c'est ce que je trouve intéressant dans les films. Demain, qu'est-ce qu'on attend, solution locale pour un désordre global. Enfin, il y a plein de films et de documentaires qui montrent toutes les expériences positives, notamment permaculturelles, parce que c'est le plus simple aussi à montrer, mais aussi engageant des industriels, souvent c'est des PME, bon, et qui font des choses formidables, partout dans le monde. Ça bouge. Simplement, c'est très peu diffusé. Enfin, de mon point de vue, pas assez diffusé, pas assez médiatisé, parce que ça donne confiance. Ça donne la pêche, parce qu'on se rend compte que quand même l'homme a de la créativité, et qu'on peut, à petite échelle, parce que c'est souvent des expériences à petite échelle, des fermes, des villages qui créent des coopératives d'énergie. Il y a des très belles initiatives, vraiment. Il y a de très très belles initiatives. Il y a le fameux Rob Hopkins qui est à l'origine de tout le mouvement de la transition, des villes en transition, des initiatives en transition, qui a écrit un livre ces 2 dernières années, ça on l'a moins vu sur le terrain, qui va être traduit en français, qui va paraître en avril 2020 aux éditions Actes Sud, hein, qu'on aime bien, près d'ici, rare maison d'édition qui n'est pas parisienne, donc il faut la soutenir, et qui montre que l'imagination, la créativité peuvent nous sortir de l'impasse. Enfin, il y a des solutions. Et il y a déjà des choses, en route. Et il dit quelque chose que moi je trouvais très pertinent. Il dit, on parle beaucoup d'effondrement aujourd'hui, hein, la collapsologie avec Pablo Servigne et autres. Et il y a plein de jeunes qui s'engouffrent là-dedans en disant, bon, l'effondrement, de toute façon, total, il est inéluctable, donc il faut se sauver, hein, partir à vélo, bon, faire des stocks de nourriture pour sauver sa peau. Bon, très bien. Lui dit, bon, c'est très joli ça, mais l'effondrement, pour beaucoup de gens, pour des millions d'individus, il a déjà eu lieu. Dans des villes américaines qui ont été désertées par l'industrie automobile, hein, comme Détroit, des villages africains ou en Amérique latine, enfin, ou en Extrême-Orient, beaucoup d'humains ont déjà vécu l'effondrement. Donc, pas pour dire, bon, cette notion d'effondrement, c'est pour des intellos ou pour des bobos, pour dire, bon, et face à l'effondrement qu'ils ont vécu, ils ont réagi. Il y a eu des initiatives, parce que quand il s'agit de survivre, bon, voilà. Et donc, il y a des solutions. Et moi, je trouve intéressant la vision d'Hopkins, parce que c'est pas simplement des actions. Il y a beaucoup d'actions concrètes, mais elles sont expliquées par une vision philosophique. Une vision, et quand il dit, bon, ben, c'est l'imagination, c'est la créativité, et il explique bien que tous ces processus d'imagination et de créativité dans l'homme, ils sont bloqués par le stress, par les situations anxiogènes. Que l'anxiété, la peur, l'angoisse, bon, quand même qu'on nous distille pas mal, hein, bloque la fameuse hippocampe, là, cette
une petite partie du cerveau, c'est plus la glande pinéale, là c'est l'hippocampe, qui est la source de l'imagination et de la créativité. Et c'est pour ça qu'il dit, il faut être positif, pas parce qu'on est dans les nuages, utopiste, mais vraiment, et c'est pour ça qu'il dit, on y arrivera si on arrive à imaginer un futur désirable. De l'imaginer. C'est pour ça que son bouquin va être intitulé, je crois, « Et si ?» C'est comme dans les brainstorming. Voilà, on fait abstraction de toutes les contraintes. Si tout était possible, comme le film là, qui vient de sortir, qu'est-ce qu'on ferait? Et ça débloque le processus. C'est pour ça qu'il dit, bon, attention aux documentaires trop apocalyptiques, trop pessimistes. C'est ce qu'on avait reproché à Nicolas Hulot avec le syndrome Titanic. Je trouvais que c'était intéressant pour réveiller des consciences, mais ça peut aussi créer beaucoup d'anxiété et être anxiogène, et donc ça bloque, ça paralyse. On dit, bon, de toute façon, si c'était inéluctable, effectivement, voilà, on ne peut rien faire. Et il s'inscrit en faux contre ça. Et c'est vrai que ce mouvement de la transition, il a eu vraiment un développement exponentiel. Il est parti d'Angleterre, encore une fois. Exponentiel, et là ça marque un pas, parce qu'aussi toutes ces initiatives, elles demandent de l'implication.